Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, conversation avec Thierry Patard, un ancien membre du BLR 92 qui a rejoint les rangs du NEC. Et je te vois, hop, la bûche. Bonjour à tous, salut Aurel. On attend que Thierry confirme. Le voilà. Ça y est. Salut à tous. Salut, ça va bien? Ça va pas mal, ma foi, mon Joss. Alors attends, Donc c'est bon. finalement, je suis mis sur mon Wi-Fi, là, ça a l'air de pas trop déconner. Donc Ok, on se le souhaite. si jamais ça merdoit, là, vous me dites et je passerai sur mon 4G, là, parce que j'ai des aléas de Wi-Fi ces derniers temps. Voilà. C'est qui Joe de la Vega qui nous dit salut Titi? C'est du NEC, ça. Il va y avoir à peu près 150 personnes du NEC de prévu, là, sur le live. Entre 150 Ok, entre 150 et 500, on sait pas trop. Selon les dernières ça marche. estimations. Ouais. D'accord. Donc, bah aujourd'hui, hein, on va faire un petit peu le pont entre les deux, hein. De toute façon, on va parler plutôt le côté BLR parce que voilà, tout le monde le sait, t'es un ancien de, ça s'appelait la SBR, je crois encore à l'époque, non? ASBR, absolument. ASBR Forever. Eh oui, monsieur. Ok. Ça fait combien de temps que t'es parti toi de la SBR? Je suis parti en 2009. En 2009. On va pas appeler ça une trahison. Comment? On va pas appeler ça une trahison. Ben non, pas du tout. Non, non, changement de vie. Je quitte la région parisienne. J'ai une opportunité de boulot sur Nantes. On voulait depuis longtemps avec ma femme et mes filles partir sur la côte atlantique, se rapprocher un peu de mes racines que sont le Pays Basque. Et donc voilà, j'ai trouvé une opportunité à Nantes et on a pris les valises et on a quitté la région parisienne. Et donc Ok. Alors, du coup le net nous demandait sur notre page de savoir si on était mieux au bord de la Loire que au bord de la Bièvre. bah, on est bien au bord des deux, mais on n'y trouve pas les mêmes choses. Donc D'accord. voilà. Voilà, fin de la partie, la parenthèse géographique, on va revenir sur l'escrime. Alors toi déjà, ça fait combien de temps que tu pratiques l'escrime? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Donc j'en ai 30. 46? Ouais, c'est ça, à peine, à peine. Ah, Pas encore, mais ouais, donc ça fait 35 ans bien tassé, quoi. Sans faire de calcul plus poussé, ça fait. voilà. On va faire simple. Il y a une petite erreur 35 de piges, calcul, mais alors, on s'en fout, 35 quoi. piges grosso merdo, D'accord. quoi. Ouais. Ok. Mais Qu'est-ce qui t'a... au bout d'un moment, on les compte plus, les années. Donc on va dire. Ok. Ouais. Et t'as commencé dans quel club? T'étais pas à Bourg-la-Reine directement. Ah non, j'ai commencé à Montargis. Commencé à Montargis dans le Loiret, qui est un club Hmm. de sabre maintenant, mais qui était à l'époque un club militaire. Et donc j'ai commencé là-bas. J'ai fait quelques années là-bas, et puis après j'ai pas mal bougé au gré de mes études notamment. Et une fois que j'ai fait un petit passage à Damary-les-Lys avec Maître Courtilla. Euh, Ouais. j'ai fait Bourges, Orléans, région centre, pas mal. Et puis après, je suis parti à Toulouse pour mes études. Et j'ai fait une année au Canada, une année magnifique où je me suis entraîné avec les Mousquetaires de Montréal. J'ai passé une année à m'entraîner avec l'équipe canadienne, c'était génial. Et j'ai fait le circuit nord-américain. J'ai bourlingué à tirer contre les Américains. À l'époque, ils n'étaient pas encore trop forts, mais c'était une super Ouais. expérience. Et Il y avait Greg puis, Chang, qu'on connaît bien. bah, c'est possible, mais à l'époque, je le connaissais pas. Je l'ai connu après, donc c'est possible que je l'ai rencontré là-bas. Et je m'en souviens plus. Et puis après, une fois rentré en France, donc bah, Bourg-la-Reine. Une fois rentré Et en France, juste bon. une question. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire de l'escrime? Alors ça, enfin, un jour, j'ai demandé à mes parents de faire de l'escrime. Personne ne sait pourquoi. Donc on ne sait pas si c'est parce que j'ai vu un truc à la télé, parce que on ne sait pas. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que dès les premiers entraînements, quand j'étais gamin, j'étais super assidu à l'entraînement.
Je disais aux autres enfants de pas faire de bruit, d'écouter le maître d'armes. Et j'étais au taquet Alors, dès le début, quoi. Et ce donc, que tu essayes de faire passer pour de l'assiduité, tu étais un faillot. non, non, absolument Si, pas. Non, si, non, 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 si. non. C'était bien de l'assiduité et c'était déjà la petite graine de l'escrime qui était en moi voilà, qui commençait à naître en moi et cette passion qui est arrivée en moi à l'époque, bah, elle n'a fait que grandir pendant toutes ces années et puis voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, 35 ans et quelques plus tard, bah, je continue à avoir la même ferveur, à avoir la même passion pour ce sport On se lasse pas au bout d'un moment? mais non, on se lasse pas parce que c'est un sport qui est complètement barjot, c'est un sport qui est unique. C'est moi après je sais pas si c'est si l'homme que je suis aujourd'hui il s'est servi de l'escrime pour se construire ou si les valeurs que j'avais intrinsèquement en moi à l'époque elles correspondaient à l'escrime et c'est ça qui m'a fait aller vers l'escrime. Je sais pas, c'est comme l'œuf et la poule, je sais pas. Mais en fait, mais le fait est que aujourd'hui, dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de challenges. Je suis un combattant, je me bats surtout. Euh, Au boulot, si j'ai un contrat, tant qu'il n'est pas perdu, tant que le concurrent l'a pas pris, bah, je vais me battre comme jusqu'à la 15e touche sur une piste, quoi. Et ça, j'en ai besoin, c'est en moi, c'est moteur pour moi et je le trouve dans l'escrime aussi. Et donc, voilà, ça fait partie de mon équilibre de vie. L'escrime, pour moi, voilà, c'est un équilibre de vie. Ok. Donc voilà, c'est dans mes tripes, quoi. Quand, quand t'es arrivé à Bourg-la-Reine, t'es tombé sur un personnage, hein, qu'on nommera entre nous le maître Blanchet. Comment s'est passé avec Blanchet au début? Maître Blanchet, en fait, comme à peu près tous les tireurs du circuit, quand tu es dans un autre club, tu peux pas le blairer. Tu peux pas le blairer, tu comprends pas. Tu comprends pas le personnage qui est très mystérieux en fait, enfin, que tu trouves pas du tout agréable, quoi, assez antipathique finalement quand tu n'es pas dans le club. Et puis une fois que tu mets les pieds dans le club, tu t'aperçois que Maître Blanchet, c'est juste une crème, quoi. C'est le patriarche, c'est le papa des tireurs qui fait tout ce qu'il peut pour le bien de ses tireurs, qui se bat à bec et ongle pour défendre les couleurs de son club et de ses tireurs. Et du coup, une fois que tu arrives dans le club, moi, ma première leçon, quand je suis arrivé au club, le premier jour, donc premier jour, j'arrive, je me mets en tenue, hop, direct à la leçon avec Maître Blanchet. Et puis à l'époque, j'étais un peu fougueux, j'étais un peu j'étais un peu le fils spirituel de Thorsten Weiner, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, Oh, mon petit, ah non, tout petit. un Donc, petit quoi. et donc, Thorsten Weiner, donc le roi du fouet, hein, le teuton de chez Teuton. Et donc, la première fois que j'arrive à la leçon avec le maître Blanchet, il me met en garde. Puis, les leçons avec maître Blanchet, c'était très, très calme, très posé, enfin, tout en accélération, tout en touché, tout ce que j'étais à l'époque. Et donc, je me souviens, une des premières actions, donc moi, je pars à fond la caisse à 200 à l'heure avec les cannes, avec tout. Et lui, il s'arrête comme ça, il enlève son masque et il me fait oh le patard! Oh le patard! Je vais le calmer, le patard! Je vais le calmer! Avec son air vicieux, là, je m'en souviendrai toujours. Et du coup voilà, et le maître Blanchet, voilà, du jour où tu mets les pieds dans le club, tu le vois plus du tout de la même manière. Et puis voilà, et puis il s'est passé plein de choses avec le maître d'armes, avec ce maître d'armes là pendant toute cette vie d'escrimeur à Bourg-la-Reine. Et voilà, on a vécu des choses géniales, plein d'anecdotes avec le maître. Voilà, on a eu Et des c'est lui choses qui t'a ennuyantes. trouvé ce surnom? La bûche, ça vient d'où la bûche? C'est un truc d'escrime? Alors, le premier surnom que j'ai eu à Bourg-la-Reine, c'était Robocop. C'était le maître qui me l'a donné. Parce que j'étais un peu trop machine, quoi, un peu trop mécanique. Et donc, il m'avait appelé Robocop. Et puis, petit à petit, les tireurs m'ont appelé la bûche. Alors, c'est Ticoc, c'est Fabrice Garnier qui m'a appelé comme ça le premier.
Bah, un peu, tu vois, spécial dédicace Thorsten Weiner, quoi. C'était un peu, j'étais tout en finesse, quoi. J'appréciais bien le fouet, on va dire, et puis, et donc je découpais pas mal, quoi. Je découpais de la bûche, quoi, tu vois. Donc, c'est arrivé comme ça, le surnom, et puis c'est resté, quoi. Donc, les changements actuels de l'escrime, la tendance à donner la priorité à celui qui progresse, ça t'arrange plutôt, toi, dans ton style. Alors, ouais, ça me va plutôt, ouais, je te confirme, même si au fur et à mesure des années, quand même, j'ai un peu fait évoluer mon escrime, un tout petit peu quand même. Et puis quand t'arrives à un moment aussi, t'as une main qui est un peu moins costaud, donc tu es obligé de faire un peu plus de pointes quand même, tu es obligé d'enrichir ton escrime. Donc j'ai quand même un peu évolué, mais c'est vrai que ce style d'escrime aujourd'hui, ça va pas pour me déplaire. Ouais, c'est pas, je suis pas le Ouais, plus, d'accord. Ouais. je suis pas le plus puriste de tous, je l'ai jamais été et je suis pas aujourd'hui que je le deviendrai, quoi. Ok. Si tu peux définir l'esprit club, ce qu'on appelle l'esprit club à Bourg-la-Reine. Alors l'Esprit Club à Bourg-la-Reine, en fait Bourg-la-Reine c'est une grande famille, donc c'est quelque chose qui te, en fait c'est assez difficile à définir, mais tu vois aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis parti du club. Et ce lien, il est toujours aussi fort avec le club. Bon, certes, je continue à faire de la compète, je continue à avoir les gens sur le circuit, mais même les gens que je vois pas sur le circuit, ou même les gens que je continue à voir en dehors, on se fait des soirées parfois, le lien, il est toujours aussi fort. Et en fait, cet esprit, cette fibre, cette âme qu'il y a dans le club de Bourg-la-Reine, ça bouge pas, quoi. Ça traverse les années sans bouger. Donc voilà, c'est un bon film, c'est une bonne musique, c'est un bon vin qui vieillit pas, quoi. Et voilà. Et puis on a beau se raconter toujours les mêmes conneries quand on se voit, on se raconte les mêmes blagues, ben, Oui, d'accord. ça fait toujours autant rire. Puis même avec tous les personnages du club, tu vois, il y a des, que ce soit les tireurs, mais même les autres. Tu vois, par exemple, Jean-Mimi. Jean-Mimi, c'est pas le plus. Voilà, il n'a pas des blagues non plus à se tordre de rire. Et pourtant, Jean-Mimi, à chaque fois que je le vois, il me sort les mêmes blagues. Et ça me fait toujours mourir de rire. Parce que c'est Jean-Mimi, parce qu'il a ses blagues à lui, parce qu'il fait partie aussi des murs de Bourg-la-Reine. Et que voilà, et que ça fait toujours rire. Et que c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur de le voir pour l'homme qu'il est, pour ce qu'il représente et pour les affinités que j'ai avec lui. Donc voilà, c'est tout ça en fait, l'esprit Bourg-la-Reine. Et t'as un palmarès avec le club? Ouais, j'ai un palmarès. Alors, il est pas aussi long et étoffé que les stars que tu as pu rencontrer la semaine dernière. Enfin, la star que tu as pu rencontrer la semaine À dernière. Star. Après, Thierry, c'est un peu particulier parce que Thierry, c'est quand même, c'est le mec qui a toujours été le plus digne de tous en soirée et les veilles de compète. Donc, donc c'est quand même, c'est sûrement aussi pour ça qu'il a la réussite qu'il a, que nous, on n'a pas tous eu de sa génération, quoi. C'était quand même le gars qui avait tout, voilà, il avait des milliards de techniques pour rester digne dans les soirées. Voilà, il a parlé un petit Tu peu parles, de. Comment? Ouais. tu parles de la technique du pot de fleurs, c'est Ah, celle-là? je pensais à celle-là précisément, la Le technique fameux du pot de pot de fleurs. fleurs. Parce qu'il s'est quand même vanté la semaine dernière de Limoges 2006, qui a été un carnage entre nous, hein. Donc en fait, ces trois mots-là sont restés, parce que ça fait partie de l'esprit club, de l'esprit Bourg-la-Reine aussi. 2006, Limoges, carnage, carnage, 2006, Limoges. Enfin, on peut le mettre dans tous les sens. Cette soirée dont il a parlé, c'était quelque chose d'exceptionnel qu'on vivra sûrement pas deux fois dans Non, notre vie. ça va être difficile. Et en effet, il devait avoir 32 ans, c'est ce qu'il disait, je crois. Donc, 32 pots à boire, mais 32 verres à boire, mais il n'en a pas bu 32. Donc, le pot de fleurs à côté a dû en boire 29 à peu près. Et il a bu le reste. C'est Donc, lui, ça. il est toujours resté très digne, Thierry, et toujours été voilà, très efficace sur une piste le lendemain parce qu'il n'y a y a rien qui bougeait chez Thierry, toujours digne. Donc, alors, Donc, ton palmarès. tout ça Ouais, tout pour ça dire. pour dire. Voilà, palmarès, alors principalement par équipe, donc j'ai eu pas mal de médailles par équipe avec Bourg-la-Reine. Aussi avec Nantes, là depuis que je suis à Nantes, on a fait une médaille récemment. Donc ça, principal, j'ai fait en indiv, j'ai fait trois fois quart de finaliste en N2, au France N2.
J'ai fait, après, voilà, j'étais bien classé dans le circuit pendant longtemps jusqu'à ce qu'il y ait le fameux changement de formule. Il est dur. Il Il est est dur dur, ce hein, changement. il fait mal aux vieux celui-là, hein. Et donc, Ouais. avant, on pouvait être dans les 64 premiers Français sans passer un tour de tableau, juste avec voilà, la technique, la roublardise, la tactique d'un vieux. On pouvait s'en sortir en poule. Aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà, après, bah, l'année du changement, justement, j'ai réussi à me qualifier pour les Français nains, donc à 40 ans. Et j'ai fait les Français nains en vétéran, donc ça, bon, voilà, il n'a pas dû y en avoir, sans me lancer des fleurs, il ne doit pas y en avoir 10 000 qui l'ont fait en fleuret. Donc ça, c'était une petite satisfaction. Et puis après, voilà, quelques médailles sur des compètes universitaires ou là À récemment en savoir que vétéran. Récemment en vétéran. aujourd'hui encore, tu tournes sur les deux circuits. Tu es à la fois vétéran et senior. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, je fais les deux circuits. Alors, pas pour les mêmes. On fait pas le circuit pour les mêmes raisons parce que en vétéran, bah, voilà, je suis dans les 4-5 meilleurs. J'y vais pour me faire plaisir, mais j'y vais pour gagner quand je vais faire les compètes. C'est pas, voilà. Alors que les circuits seniors, je continue à les faire parce que sur un circuit senior, c'est ça aussi la magie de ce sport, c'est que tu peux faire des compètes seniors et rencontrer des mecs qui sont d'un niveau totalement astronomique, d'une autre planète, quoi. Enfin, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, j'ai tiré Safine à Melun. Voilà, tu tires Safine à Melun. En plus, première touche, tu fais un contretemps, un six fouet à Thorsten Weiner qui a allumé direct. Enfin, c'est un truc, c'est pour ces moments-là en fait que je fais les compètes Mais seniors. après le score, tu t'en souviens? Bah, non, j'ai oublié, mais la première touche, je l'ai mise en tout cas. Mais, non, mais voilà, c'est pour ces moments-là que je fais les compètes seniors. C'est pour ces petites victoires. Là, je continue à taper quand même un peu des petits jeunes. Ça se prend toujours. C'est toujours, voilà, t'arrives à faire péter les plombs à des petits jeunes qui te prennent pour un vieux qui avance pas. Et puis en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure du match que le vieux, il est toujours là et puis qu'il allume toujours. Et puis arrivé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, je fais une victoire 15-14 aux France à Nantes pour rentrer dans les 16. Ah, je suis mené 14-10 ou je sais pas combien, 14-8. Donc c'est pour ces matchs-là, c'est pour que je continue à Ouais. faire le circuit senior. Parce que ça me fait vibrer, parce que je suis un compétiteur, parce que j'ai besoin de ces sensations-là voilà, pour prendre du Et, plaisir. Donc et, voilà. et en termes de logistique, comment tu arrives à négocier avec ta femme de faire à la fois le circuit senior et vétéran? Ça fait quand même quelques dates, quelques week-ends. Ça fait quelques dates. Alors après, Donne-nous un peu des conseils. alors, elle doit pas être loin, donc je vais essayer de pas raconter trop de conneries. Non, mais en fait, elle m'a pris comme j'étais quand on s'est rencontrés. Donc, elle savait que que j'étais fou amoureux de l'escrime et que ça fait partie de mon équilibre de vie. Donc elle est pas regardante là-dessus. Elle sait que j'en ai besoin pour mon équilibre et donc pour l'équilibre aussi dans la vie de couple et dans la vie à la maison. Donc voilà, donc on essaye de faire ça intelligemment, de voir le calendrier, comment ça tombe par rapport à nos impératifs à côté. Et puis si je peux faire les compètes, bah, je les fais et puis ça se passe bien comme ça. Ok, on a une petite question à la fois de François Zuba et de Thierry Lachcar qui se mélangent. Je vais les mélanger un petit peu. C'est comment va ton talon d'Achille et sera-t-il réparé pour la Legend Cup? Ah, alors mon tendon d'Achille, donc je me suis pété le tendon d'Achille le 2 février en compète vétéran justement à Faches-Tuménil. Alors c'est un truc que je souhaite à personne, hein. Je souhaite pas au pire de mes ennemis. Une douleur enfin très vive, enfin bref. Et donc là, je suis en pleine rééducation. Donc moi, pour moi, le confinement, ça a été plutôt bonnard, hein, parce que du coup, j'ai pas perdu grand-chose en termes de compète, en termes d'entraînement. C'est Par clair, hein? contre, par contre, j'ai fait une rééducation de malade. J'ai fait triple ou quadruple dose. J'ai un super kiné en fait Raph, je le salue, qui m'a super bien suivi pendant le confinement. On a fait une rééducation de malade et les progrès sont là.
Donc, les délais moyens, c'est entre 6 mois et 1 an pour se remettre d'une rupture de tendon d'Achille. Donc, j'espère pouvoir recommencer à tirer à la rentrée, quoi. J'essaie de pouvoir commencer à reprendre l'entraînement à la rentrée. Je commence à refaire un peu des fondamentaux gentiment, pas de fente ni rien, mais je commence à retoucher le fleuret, etc. Donc, pour la John Cup, ça va être trop C'est- juste. En tout cas, pas sur Petite la piste. précision, c'est le tendon gauche, c'est arrière, c'est Ouais, quoi? tendon gauche, ouais. C'est l'arrière. Tendon gauche sur un blocage arrière contre Cyril Lacroix, d'ailleurs, qui a pété sur un blocage. Trop d'intensité, trop de tonicité musculaire. Et donc, euh, et donc voilà. Donc pour la John Cup, non, en tout cas pas sur la piste. Et pour la rentrée, on va voir, ça va dépendre des mois à venir et de l'évolution qui vient. Voilà. Question encore sur l'escrime moderne. Julien Blanchet, notre président, nous dit que la Legend Cup sera à Noël. Voilà. On a réussi à trouver une solution pour que tu sois avec nous. J'ai entendu Luc Olivier dire que l'escrime était une sorte de conversation, enfin surtout le fleuret. Euh, Est-ce que tu trouves pas que cette conversation, là, justement, en ce moment, elle a un petit peu changé, qu'il y a peut-être un peu moins de conversation, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je veux pas rentrer dans le débat de l'évolution de l'art. Enfin, après, voilà. Ouais, Elle t'embête ma question? ouais, un peu, ouais. Bon, bah, on Non, va non, changer de c'est pas question. ça. Non, non, On mais, s'en fout, non, on mais, s'en fout. non, non, mais en quelques mots quand même. Je On veux peut pas. parler des coquilles. Ça me va aussi. Comment? Non, mais en quelques mots, pour être bref. Après, il y a tous les débats possibles sur l'évolution de l'arme, sur le fait que la convention, machin, etc. Mais après, un sport, c'est fait pour vivre, c'est fait pour évoluer en fonction voilà, c'est normal que l'escrime d'aujourd'hui soit plus la même que l'escrime il y a 20 ans, 30 ans. Sinon, le sport, il avance pas, sinon on n'évolue pas. Donc voilà, donc faut juste que chacun s'adapte. On va pas revenir en arrière. Après, je sais plus, il y avait une interview, je crois, qui disait, OK, mais il faut juste adapter les règles, le règlement. Donc d'accord, oui, ça paraît logique. Si on veut que le sport évolue, et pour que l'arbitrage soit en phase avec le règlement, bah, faut que le règlement il évolue aussi. Donc après, c'est normal qu'un sport Je évolue. parle pas forcément du règlement, hein. C'est peut-être des trucs plus simples où il y a moins de feintes, c'est beaucoup plus direct, les actions sont plus rapides, il y a Ouais, bah, moins de conversation. ouais, bah, c'est aussi un peu l'évolution plus physique du sport, quoi. Donc il y a plus d'intensité physique, donc ça va plus vite, c'est plus rapide. Donc voilà. Mais ça d'ailleurs, on le constate aussi par rapport à nos générations et les générations d'aujourd'hui. Les compètes d'aujourd'hui, les veilles de compètes d'aujourd'hui, c'est pas les veilles de compètes qu'on a connues nous à notre époque, parce que euh, parce que euh, parce que les jeunes ils sont préparés physiquement pas comme nous on l'était. Donc voilà, l'arme elle a évolué et heureusement parce que ce qu'on a vécu nous à l'époque dans nos soirées, bah voilà quoi, c'était un peu extra sportif quoi. Et heureusement qu'aujourd'hui le sport Bon, évolue vers Titi, un je fais une petite sport. précision pour que les gens comprennent bien. Quand on était ensemble au club, on va dire dans les débuts des années 2000, ce que les gens appellent un hôtel, on appelait ça une consigne. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça ne Ouais, servait à rien. On aurait pu faire des économies très très fortes avec le club. ouais, c'est un peu ça. Et puis, tu vois, et puis pour autant, ça ne nous empêchait pas d'arriver à faire des tableaux de vide, des machins. Donc, c'était pas tellement logique en soi. Si on veut que notre sport, il évolue vers un sport un peu plus professionnalisé ou un peu plus médiatique, etc. Donc, c'est normal que le sport, il évolue, voilà, que la veille, tu te couches à une heure normale avant de faire un circuit national, ça paraît un peu normal. Donc, heureusement que ce sport, il a évolué comme ça aussi, quoi. Heureusement. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter dans ton jeu maintenant? Il y a des trucs qu'on a perdu, on a perdu un peu de vitesse. Un coup que tu n'as jamais possédé ou un truc de dingue que tu aimerais avoir. Euh, Non, après, si, bah, j'ai toujours couru après de la pointe. Après, voilà, j'ai jamais eu une escrime super puriste. Donc même si j'ai évolué par rapport à ça, voilà, il reste toujours des choses qui pourraient étoffer mon jeu et que, après, c'est pas aujourd'hui que je vais étoffer mon jeu, mais quoique, on apprend Oui, toujours. mais c'est un fantasme. Ouais, c'est ça. Non, non, mais voilà, être plus puriste, à
faire des belles actions de Un la 1-2, quoi. pointe. Un doublé. Tu voulais faire un doublé. Elle a quoi? Un doublé. Ouais. Tiens, comme il y a Florence, notre arbitre, qui est avec nous. C'est qui ton arbitre préféré sur le circuit? Quelqu'un, voilà, que t'estimes, que t'aimes bien. Quand il t'arbitre ou elle t'arbitre, tu dis c'est cool. Alors là, pour le coup, tu vas me traiter de faillot, mais c'est vrai que Florence, c'est super agréable quand elle nous arbitre. Voilà. Donc, alors, sur circuit vétéran, voilà, elle est un peu, elle est la référente sur ces circuits-là. Donc, c'est vrai qu'on a une qualité d'arbitrage quand c'est elle qui prend le match, qui passe un cran. Donc voilà. Donc Florence pour parler des circuits vétérans, voilà, pour répondre à ta question. D'accord. Tiens, est-ce que Badino t'a filé tes 100 balles? Alors, Badino, non, parce que Badino, en fait, alors déjà, Badino, quand il annonce des trucs, il les fait pas forcément, au contraire de certains. Voilà, donc, je vois où tu veux en venir. Voilà. Ouais, Donc, mais les gens savent pas de quoi on parle. Faudrait que tu t'éclaircisses un petit peu. J'aimerais pas que ce soit une conversation privée. Faudrait que tu contextualises, tu nous rafraîchisses un peu la mémoire. alors, donc, je sais plus en quelle année on était. Moi, je vais faire un tour. Je te laisse raconter tout ça aux gens et je reviens. OK? Ouais. Donc, en fait, retour de train de chemin de France à Nantes. Donc, c'était Guillaume Pita là, qu'on parlait de nos retours de train épiques. Donc, il y en avait un qui était pas mal en revenant d'Alès, là où on avait eu la banda dans la voiture bar. Là, celui-là, il était pas mal. Et puis, celui auquel tu fais référence, c'est un retour de Nantes. Donc, je crois qu'on avait glané quelques médailles aussi. Là. Donc, on avait des trucs à fêter sur le chemin du retour et le TGV tombe en panne. Et il faisait une chaleur à crever. Le TGV tombe en panne et au milieu des champs, perdu je sais pas où entre Nantes et Paris. Et il faisait tellement chaud, du coup la clim fonctionne plus, donc ils ont été obligés d'ouvrir les portes du TGV. Et bien sûr en donnant la consigne de surtout pas sortir du TGV. Et puis donc petit à petit on descend quand même là, sur le ballast là pour prendre l'air un peu tellement il faisait chaud, tout le monde était entassé. Et puis forcément t'as Basino qui sort une connerie comme souvent et qui me dit en l'occurrence, qui me lance un défi qui visait à aller gambader dans les champs un peu plus loin pour aller faire un tour avec les vaches notamment. Voilà, il me lance un pari là-dessus et donc je vous l'ai dit en introduction, je suis un homme de défi, donc j'ai relevé le défi et je suis allé gambader un petit peu voilà, avec les vaches. Voilà, en quelques mots. Pour être... Ouais, j'ai bien raconté. J'ai bien raconté. Parce que Mais tu t'as fait une question piège. j'ai relevé le défi, mais il m'a pas mis fait filer mes 100 balles. Hein. Donc Badino, on s'appelle après. Hein, parce que, Badino te doit 100 balles. ouais. Euh, Question aussi sur les équipes. Ça lui fait quoi à Garozzo de tirer dans ton équipe? Ah ouais, bah ça, tu vois, ça fait partie de la magie aussi de l'escrime. C'est que, comme je te disais tout à l'heure avec Safine, j'ai tiré avec lui. Donc j'ai tiré la N1 avec Nantes et avec le champion olympique. Donc, c'est un truc de barjo, quoi. Tu arrives à Ah, 40. c'est dingue. J'ai tiré les N1 avec Garozzo à 43 piges. Donc après, c'était assez drôle parce que le mec, il a un peu halluciné quand je me souviens très bien, pareil, quand on l'a reçu à l'hôtel, là, quand on l'a récupéré avec Jordan, avec Joe, on se retrouve dans l'ascenseur et puis on fait un petit tour de table comme ça, là, qui est qui, tu vois. Et moi, bah voilà, moi j'ai 40, je sais plus à l'époque, j'avais 42, 43. Et Ah, le mec se dit, mais je c'est pas suis tombé sérieux. où, quoi? Et le mec se fait, je suis tombé où? Et en fait, Tu lui as dit que tu étais dans les 6 premiers au circuit vétéran? ouais, bah, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah. Et du coup, au début, il a dû un peu halluciner. Enfin, il l'a pas montré parce que le mec est génial et très humble. Et en fait, le lendemain, on était sur la piste, et il était en fond de piste et c'était du Forza Titi Forza. Et il était à fond. Et le mec est extraordinaire parce que le mec est stratosphérique. Et puis il a tiré avec nous comme si il a mouillé le t-shirt, mais comme un dingue. Et encore l'année dernière, là où on a fait cinquième au France N1, le mec est juste, voilà,
il regarde pas, il était avec nous, c'était son équipe, enfin, c'était magique, quoi. Donc le mec est super, le mec est stratosphérique, et en plus pour les gens qui ont tiré avec lui, c'est une expérience énorme. Et pour nous, pour les gamins du club, c'est un truc de fou. C'est comme pour la reine avec Isaora, c'est une locomotive, quoi. Les gamins, ils le regardent, ils sont là, c'est génial, ça te donne envie de continuer, ça te donne envie, voilà, ça te donne envie de ressembler, ça te donne envie. On a fait à l'hiver dernier, on a fait un stage, il est venu, il a passé 2 jours avec les enfants du matin au soir. C'était, Il est généreux. il est généreux, voilà, il donne toute sa personne. Voilà, on a fait les dîners avec lui, il a été là, tout ce qu'il a pu donner au club, il l'a donné, et encore aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc c'est ça aussi la magie de l'escrime, quoi. C'est qu'on peut on peut faire côtoyer des niveaux complètement différents et puis du coup tirer une génération grâce à des champions qui donnent de leur personne comme Isaura et comme nous, Daniele, quoi. Ok. Bon, on a déjà évoqué des choses, des bons souvenirs de Bollaren. Si, pour conclure, tu devais encore isoler un bon souvenir de club, que ce soit sur la piste la journée ou sur la piste Ouais. la nuit, tu garderais quoi? Bah, il y en a plein, il y en a plein. Il y a eu si tu me permets, je vais en dire deux parce qu'il y en a Vas-y, vas-y. une sportive et puis une un peu extra. Enfin, il y a eu quand on a gagné les France N3 par équipe avec Jules, avec Basino et avec un petit nouveau qui venait d'arriver là qui s'appelle Jean-Paul Tony. Donc J'ai pas la même version. Moi, on m'a dit que c'était Jean-Paul qui avait gagné. oui, oui, non, on a mis quelques touches, on a mis quelques touches. Non, mais Alors, ouais. on va demander à nos équipes de vérifier, hein, combien vous avez mis de touches. Non, blague à part, on a été bon. Non, blague à part, ça fait partie de la magie, tu vois, de l'escrime. C'est que quand tu as une locomotive, tu te mets minable sur la piste et que tu arrives à taper des mecs. Je crois qu'en finale, on bat Hénin Beaumont. Je crois que c'était l'équipe junior qui venait juste le week-end d'avant de gagner les France ou un truc comme ça. Et on a été tous globalement forts. Bon, Jean-Paul a fait des remontadas de folie, mais on a tenu la baraque, tu Ouais, vois. On a réussi. d'accord. Mais je pense que d'ailleurs que ça a été un peu le titre qui a déclenché sa carrière à Jean-Paul. Ça a été un peu sûr. Et donc Il te doit voilà. beaucoup, Jean-Paul. Voilà. Et donc pareil. Donc suite à cette victoire, pareil, il y a eu quelques petits défis qui avaient été lancés, qui ont été relevés. Enfin, il y a tout un souvenir autour de ça. Je me souviens, on était au fond de la salle de Bordeaux. Et il y avait tout le club qui était derrière nous. C'était une ambiance de malade. Il y avait 30 ou je sais pas ou 40 personnes de Bourg-la-Reine qui étaient derrière nous à gueuler. C'était génial. Donc ça, c'est un super souvenir sportif. Et puis il y a un autre. On parlait tout à l'heure de Maître Blanchet, auquel on pense très fort. Il y avait une petite anecdote toujours à Bordeaux. En fait, le Damestois, c'était un petit peu l'événement de l'année pour Bourg-la-Reine. C'était un petit peu on y intronisait un petit peu les petits jeunes. C'était un peu la manière de, quand tu Hmm. étais petit jeune, tu arrivais dans la compète, c'était un petit peu la manière de rentrer dans la famille des compétiteurs. Et donc, cette intronisation, elle passait quand même pas mal par le dîner du samedi soir. Donc, le dîner du samedi soir au Damestois. Donc, alors, c'était pas forcément pour son niveau gastronomique qu'on aimait ce dîner. Oh, il nous recevait toujours bien. C'est Ouais, toujours le même menu. Des ouais, huîtres, un c'est gigot, des ça. flageolets. C'est ça, Très ouais, bien. c'est ça. Les huîtres, donc personne ne les mangeait, donc c'était Pascal Bourdier qui en mangeait 19 douzaines. Voilà. C'est ça. Et après, voilà, il devait y avoir un bout de pâté, ça faisait notre repas. Et puis après, le gigot et puis les flageolets. Voilà, c'était pas super bon à manger, c'était encore moins bon après dans la fin de la suite de la soirée, c'était encore moins bon après les flageolets. Et donc, euh, et donc voilà, donc la soirée au Damestois, donc truc, voilà, la grande tablée pour la reine, enfin le truc génial avec une ambiance de folie. Et donc on faisait participer les autres tables et tout, enfin c'était génial, une ambiance de fou. Et donc voilà, donc on fait la soirée, le lendemain on fait la compète, machin, etc. Et puis voilà. Le lendemain, donc on finit la compète, devait y avoir eu des bons résultats, je pense, il devait y avoir eu des tableaux de 8. Et l'heure de retourner au train, et on rentre en bus. Et là, on voit le maître Blanchet qui rentre dans le bus avec
la gueule, mais pas des bons joueurs. Hein, ils tiraient une tête pas possible. Alors, bon, on savait pas trop pourquoi, parce que ça arrive souvent qu'ils faisaient la tête quand même, parce que mine de rien, même s'ils nous aimaient beaucoup, ça nous arrivait de perturber un peu ses nuits. Donc, on aimait bien le faire sortir en caleçon dans les couloirs quand on rentrait un peu tard. Ça, on aimait bien faire ça. Et, donc voilà, donc je sais pas si ce jour-là on l'avait fait sortir en caleçon ou pas. Souvent, quand on faisait ça le matin, il faisait bien la tête déjà aussi au petit-déj. Mais bon, ce jour-là, bref. Donc il arrive dans le truc, avec une tête comme ça. Et là, il prend le micro et il prend un papier là et il commence à lire. Et il fait. Alors en fait, c'était la note de frais, la note du bar. Et il fait, alors je sais pas, Coca 37, ils diront, hein. Ouais. Sandwich au beurre, machin, 42, voilà, croque-monsieur, machin. Et puis là, il fait boîte de cannelé 2. Puis il nous regarde comme ça. Dijon 12. C'est quoi ce bordel? Et il nous a pété, et il nous a pété un plomb dans le bus. Nous, on était mais morts de rire. On se cachait tous derrière les sièges, mais c'était à mourir de rire. Et en fait, on voulait pas non plus que ça, bah, forcément que ça se voit, parce que, comme je t'ai dit, le maître, on le respectait à mort. Et donc voilà. Et ce moment, la scène qu'il nous a fait dans tout le trajet du retour, on y a eu droit, mais jusqu'à Paris, où il nous a pourri par rapport à la note de frais. D'ailleurs, je crois que c'est depuis ce moment-là que la note ouverte a été arrêtée. C'est cette année-là exactement que la note ouverte s'est arrêtée. Voilà. Et donc voilà. Donc on avait fait une soirée où voilà, certains s'étaient un peu lâchés, on se souvient plus qui, hein. Certains s'étaient un peu lâchés sur la note de frais et sur la note du bar. Et donc c'était voilà, c'est un bon moment. Et puis c'était, en fait, ce moment-là, c'est tout le maître Blanchet, quoi. Donc parce que voilà, il a été à fond avec nous tout le week-end derrière ses tirs, et puis derrière, il était toujours capable de nous faire la morale comme à des gamins. Et parce qu'on se comportait comme des gamins On parfois. était des gamins avec lui. Ouais, ouais. C'est ça. Et donc voilà, donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil au maître Blanchet par rapport à ça, parce que le maître Blanchet, tout ce qu'est le club aujourd'hui, bah, c'est le maître Blanchet qui a mis tout ça sur les rails. Et puis, ce que fait Jul aujourd'hui, c'est exceptionnel, d'arriver à promouvoir le club et à promouvoir l'escrime par la même occasion avec ça. Ce qu'il fait, c'est génial pour le club, mais c'est génial pour l'escrime tout court. Mais voilà, mais tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'a mis en place le maître Blanchet, bah voilà, c'est lui qui a mis les fondements, c'est lui qui a mis les bases du club. Et je pense que ce qui est possible aujourd'hui, ça l'est parce que ça a été construit comme ça avant par le maître Blanchet. Donc voilà, c'est important de le souligner, quoi. Ok, bon, bah, je crois qu'on n'aura pas mieux, hein. Voilà, voilà. Donc Bon, voilà, bah, c'était voilà, bien sympa d'avoir ton retour sur cette période. ouais. Donc c'est ça, en fait, tout ce que je vous ai dit là, ça résume en fait ce qu'est la famille pour la reine. Voilà. Très bien. Eh ben, écoute, pour conclure sur ce portrait familial, on va recevoir, c'est un peu prétentieux, Julien, notre président, ce jeudi, pour conclure cette série d'interviews qui était bien sympa à faire avec tous les participants, dont avec toi. C'était bien de faire ce petit duplex entre Paris et Nantes. Et puis on se revoit bientôt sur les pistes. Je te laisse le mot de la fin, je me tais. Ça marche. Bah, je suis très, très honoré et très content d'avoir pu faire cette interview avec toi, avec vous. Et C'était une évidence. On s'est dit, pas tard, il nous faut pas tard. bah, c'est génial. Merci d'y avoir pensé. Et puis, ça ne fait que renforcer voilà, tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc, l'escrime, c'est pour moi un truc qui est profond au fond de moi, tout comme l'est le club de Bourg-la-Reine. Donc, changez pas, vous êtes parfait. Voilà. Ça marche. Merci. Voilà, c'est le mot de la fin. À bientôt, mec. Ciao. Salut à tous, à bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.